Donc, la problématique qui était évoquée, c'est celle de la mutualisation, et notamment des pratiques de mutualisation autour des enseignants, chercheurs dans l'université en France, puisqu'on a vu que le contexte anglo-saxon nous semblait plus favorable, en tout cas à l'utilisation de textbooks et d'autres ressources. Donc, c'est une question qui était posée par Jean-Marc, qui s'est retourné vers nous, Carole et moi, en disant « Vous êtes des grands spécialistes de la mutualisation, donc vous avez forcément la réponse. » On est un peu blanchi, vous ne voyez pas trop, mais on est un peu blanchi, et on s'est dit « Bah non, c'est pas si simple que ça. » Voilà. Alors, là encore, pour moi, il y a deux éléments un peu différents qui peuvent se poser. Il y a des problématiques qui peuvent être celles de la mutualisation sur les enseignants, sur tous les enseignants en formation initiale, entre guillemets, qui est une problématique qui nous concerne bien, nous, les UMT, en tant que telles. Mais il me semble qu'il serait peut-être intéressant pour les gens qui sont dans la salle aussi de se poser la question de la problématique de la mutualisation entre les contenus d'un centre de téléenseignement, d'un centre de formation à distance, et la formation initiale, dont on a vu que la pandémie n'a pas forcément favorisé cette mutualisation, au détriment, on l'a vu, de la qualité pédagogique. Alors, ils n'entendent pas à distance, ça devient insoluble. On va leur proposer de repasser dans la salle principale. On a ce moyen-là. Je le remets. Vas-y, continue. Non. Je vais respecter un peu quand même. On va pas s'en sortir. Oh, c'est la galère. Il faut que j'ai 3 techniciens la prochaine fois que j'organise un truc hybride. Tu sais bien, à distance, quand il y a un problème technique, ça retombe sur le tuteur. Eh bien, mais c'est une bonne idée. Si c'est pas moi. Alors, il y a des équipements pour le comodal. Oui. Ben oui. Non, mais on les a pas. Non, ce qu'on va faire, OK, on repasse dans la salle principale. On quitte la salle. Okay. Voilà. Si vous avez tous entendu, on repasse dans la salle principale. Voilà. Quitter la séance. Du coup, il faut que tu remettes ton micro. Du coup, c'est... Non, du coup, il faut que je coupe le micro parce qu'on va repasser sur cela, sinon on va avoir un lag. Il faut que tu remettes sur le micro. Du coup, tu t'es rebranché sur ton micro de dispositif. D'accord. Alors, rejoins l'audio. Oui. Non, juste là. Vas-y, là. Là. Microphone USB, non. OK, mais il m'avait dit de couper le micro. Est-ce que vous nous entendez maintenant? À distance, les amis, faites-nous un signe. Oui, ils nous entendent. Ça veut dire que nos micros fonctionnent et que le micro volant va pouvoir fonctionner. Carole, essaye un peu pour tester ton micro. Vous nous entendez? Oui. Oui. OK, bon, ça marche. Et voilà, il voit même la tribune. Donc, on a récupéré les webcams, ce qui est merveilleux. Et donc, si on fait circuler le micro, ils pourront entendre vos interventions. Voilà. Je peux te confier ça? OK. Donc, vas-y, reprends. Désolé pour ceux qui sont à distance. Mais présentation 3e. Donc, la problématique était la suivante. Pourquoi ne mutualisons pas plus les ressources entre enseignants, notamment en France, puisqu'a priori, dans le monde anglo-saxon, l'utilisation de ressources autres, partagées de type textbook et autres, semble beaucoup plus diffusée et logique. Et même, la question ne se pose pas de la même manière. Et je disais donc qu'en introduction, pour moi, il y avait 2 problématiques qui étaient un peu différentes, qui étaient la mutualisation de contenu auprès des enseignants de formation initiale et la mutualisation de contenu entre la formation initiale et la formation à distance ou entre les centres de téléenseignement, dont on a vu que sur la pandémie, une grande partie des contenus ont été refaits par les enseignants en direct, plutôt que de réutiliser des contenus qui existaient, y compris dans leur propre structure. Voilà. Donc, il y a deux logiques un peu différentes qui me sembleraient intéressantes d'interpeller sur le sujet. La première est peut-être plus institutionnelle, peut-être que nos gouvernances n'ont peut-être pas fait suffisamment d'actions. Ça sera effacé après, je crois. Mais voilà, je me pose des questions. Peut-être aussi qu'on a une résistance plus traditionnelle sur le sujet, qu'on ne veut pas regarder, entre guillemets. Et après, sur ce qui est plus de la mutualisation entre enseignants, je pense que là, Carole et moi, on a un peu plus de retour d'expérience, où, sans déflorer le sujet, je pense qu'on va vous expliquer qu'on passe par différents biais, et peut-être pas par le plus frontal. Mais voilà. Donc, je ne sais pas si vous voulez qu'on aborde ce sujet-là, qui est le premier, qui est déjà la mutualisation entre formation initiale et formation à distance. C'est un peu plus institutionnel. Et puis ensuite, l'ouvrir sur la mutualisation de façon générale à tous les enseignants de formation initiale. Si ça vous va.
OK. Du côté de la salle, c'est oui, Du côté de la salle, c'est oui. par assentiment. On va avoir un micro qui va circuler. Voilà. On a un OK du côté de Ouais, la super. distance. Donc, la problématique est simple. On a des centres de téléenseignement, on a des centres de formation, peu importe les termes qu'on a. Et en même temps, c'est deux mondes qui ne se parlent pas forcément. C'est deux mondes qui ne se connaissent pas forcément sur le sujet. C'est deux mondes qui sont peut-être institutionnellement séparés pour des raisons historiques. Hein, ils avaient leur autonomie. C'est de moins en moins vrai, mais ça a été pendant très très longtemps le cas. Et c'est des mondes du coup qui ont raté ce rendez-vous. Enfin, en tout cas, j'espère qu'il y en a quand même un peu ailleurs et vous avez peut-être des expériences positives à nous remonter. Profitez-en sur le sujet. Mais voilà, de mise à disposition. Enfin, déjà, on a une expérience positive, c'est celle de Tours qui a été présentée ce matin. Mais est-ce qu'on a d'autres expériences ou est-ce qu'on a d'autres positionnements ou avez-vous été interpellé? Y a-t-il eu des tentatives, simplement, hein, de connexion qui ont été faites ou pas? À distance, vous pouvez aussi répondre, hein, bien sûr. Ce matin, on a vu qu'à Tours, c'était un même service qui travaillait sur la production de ressources pour la formation à distance et qui, du coup, le diffusait assez rapidement dans un cycle court, aidé par un projet. Aidé par un projet, ça veut dire par une structure non institutionnelle, donc beaucoup plus transversale, beaucoup plus souple, enfin, tout ce qui peut être de l'ordre du projet dans un accompagnement. Donc, ça peut aider aussi à la diffusion. C'est peut-être une piste, hein, dans ce genre de déploiement futur. Oui. Donc, il y a une intervention de Tours. Excusez-moi, je vais peut-être mettre un petit bémol quand même. Je pense que ça se diffuse parce que l'enseignant travaille en équipe et le diffuse lui-même dans des enseignements qu'il gère. Je ne suis pas absolument persuadée qu'on en soit à mutualiser pour autant. C'est une tentative qu'on va essayer, enfin, c'est quelque chose qu'on va tenter sur le projet dont on va parler tout à l'heure. Il y a des tentatives de mutualisation également dans le cas où des enseignants se connaissent et vont pouvoir avoir suffisamment de confiance les uns envers les autres pour vouloir mutualiser et faire équipe. Mais au-delà de... Voilà, il y a l'idée du travail d'équipe, donc créer des équipes. Ce serait un préalable, le travail d'équipe. En amont, c'est-à-dire au niveau de la conception, pas seulement dans l'usage ou seulement dans l'usage, en partant de quelque chose qui existerait déjà. Non, je dirais en amont dans la conception ou dans la possibilité peut-être d'engager un tutorat et de créer une synergie entre l'enseignant concepteur et des tuteurs potentiels. Donc, il y aurait l'idée d'un travail d'équipe préalable. Mais, voilà. Merci pour le bémol et l'honnêteté du bémol. Ouais. Moi, j'ai un contre-exemple qui concerne la réutilisation de ressources qu'on est en train d'essayer de mettre en place en psycho. On a, grâce à l'UOH, développé une plateforme pour partager les ressources, qui permettent en fait aux enseignants de poster leurs propres ressources sur la plateforme et puis ensuite collaborativement de les amender. Donc la plateforme, pour l'instant, l'outil technique existe. Ce qu'on a besoin de faire là maintenant, c'est de mobiliser les collègues. Et il se trouve qu'il y a un sujet qui, pourtant, pourrait paraître être des productions relativement intimes, les sujets d'examen, qui intéressent beaucoup de collègues. On a commencé à diffuser et à se dire, mais si on partageait nos sujets d'examen, on pourrait, ou nos QCM, etc., on pourrait gagner à la fois dans la pertinence des interrogations qu'on a auprès de nos étudiants ou les outils qu'on leur donne pour travailler. Et ça, étonnamment, ça rencontre un écho. Alors que spontanément, je ne parierais pas que les collègues, si on leur avait dit « postez vos sujets d'examen », ça fonctionne de la même manière. Donc, je pense que ce n'est pas un préalable, mais que ça peut se construire après si effectivement ça c'est pris en charge par une communauté en tant que telle. Oui. Oui. Donc moi, je voudrais parler je représente le centre d'enseignement à distance CTES à Marseille, Aix-Marseille.
qui est un centre qui existe depuis très longtemps. Et donc, il y a vraiment des enseignants qui sont dans ce centre, qui même faisaient pratiquement tout leur enseignement là-dedans. Et quand on a évolué, quand il y a eu justement ces histoires d'hybridation, le retour qu'on a, c'est les gens disent « mais c'est mon cours, je ne le diffuse pas ». Donc, c'est vrai que ce sont des cours qui ont été écrits et qui, bon, maintenant, se représentent quand même un contenu très complet. Mais le sentiment, enfin, en tout cas, ce que je vois, moi, c'est que les gens veulent garder leur cours pour eux. Il n'y a pas question de le diffuser. Et il y a un autre élément aussi, c'est que nous, les étudiants, paient des frais pédagogiques supplémentaires pour être inscrits dans ce centre. Alors, est-ce qu'on peut estimer que ces frais, c'est pour avoir ces documents et que donc du coup les autres n'y auraient pas droit, quoi. En gros, en tout cas, c'est les arguments qu'on nous donne quand on parle justement de mutualiser les documents. Voilà, il y a ce sentiment de dire c'est ma propriété, c'est moi qui l'ai fait, je ne diffuse pas, il n'y a pas de question. Après, ça peut se retrouver n'importe où. Enfin, voilà le sentiment que, enfin, en tout cas, ce que j'entends moi du côté de Marseille. Oui, je vais réagir par rapport à ça parce que je pense qu'on est au cœur de la problématique. Tu voulais intervenir peut-être. Vas-y. C'est juste un point court. Il y a un problème de lieu de partage. Où est-ce qu'on les partage? Où est-ce qu'on met les documents? Oui, mais est-ce qu'elles existent maintenant et est-ce qu'on sait où elles sont? Oui, on va pouvoir vous donner des éléments sur le sujet après. Mais oui. Juste un point, alors c'est dans le monde anglo-saxon, mais en Angleterre, par exemple, il y a le Economic Network qui partage beaucoup de documents, d'outils, d'exercices, d'idées d'activités en économie, etc. Et c'est très bien organisé, c'est très facile à trouver des choses. Et on sait où aller, puisque c'est vraiment pour l'économie, Alors, on a exactement la même chose en France, au travers des unités qu'on représente Carole et moi, par domaine disciplinaire, en fait, avec toujours des problèmes. On le reverra d'outillage, parce qu'avoir un moteur de recherche, c'est compliqué, il faut passer par d'autres scénarios, etc. Mais on a le même. Je voudrais juste revenir sur un point clé. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'on le partage ensemble. Je pense qu'on est en train d'expliciter que, en tout cas pour les centres de formation à distance, on est parti d'une structure de centres de formation à distance qui employait des enseignants. Oui. Je suis un peu brutal sur le sujet exprès, je caricature un tout petit peu, c'est-à-dire que les enseignants rentraient dans les structures avec des processus qui n'étaient pas les leurs forcément, peut-être même une dissociation des métiers entre l'écriture et le tutorat, peut-être, hein, sur le sujet. Alors, au contraire, on est maintenant dans des gens qui sont plus un individu qui vient avec son contenu, qui est quasiment autonome. Il reste la logistique, évidemment, mais il n'y a plus ce processus de production, de scénarisation qui était un peu indépendant des enseignants. Moi, je sais typiquement, j'ai des enseignants qui étaient chez moi et qui arrivent à Nanterre, pour les citer, et qui me disent c'est drôle, Manuel, tout ce que tu nous expliquais sur la médiatisation, la façon de construire un cours, là, on n'a pas le choix. Bon, je suis dans un enseignement de philosophie et il faut que je le fasse, le cours de telle façon, et puis voilà, c'est tout. Donc, c'est intéressant. Donc, je me pose la question si en effet, le clé du problème, c'est qu'on a en France la chance d'avoir une granularité qui est basée sur l'enseignant-chercheur, autonome et indépendant, qu'on peut critiquer, mais qui a permis d'absorber à peu près toutes les évolutions et toutes les révolutions qu'il y a pu y avoir de la massification et du changement de paradigme avec la LRU sur l'université, mais qui en même temps nous pose ce problème, c'est que du coup, étant un agent individuel, il a beaucoup moins ce sentiment du collectif, ou dans un collectif très proche, avec qui il peut partager. Donc, alors que dans les centres de tel enseignement, c'est un peu l'inverse, c'était le collectif qui primait sur l'individu, puisqu'il y avait une continuité au fur et à mesure des contenus. Donc, je pense que c'est déjà une clé. On passe de l'agent individuel à une structure. Ce n'est pas du tout les mêmes façons de travailler. Et c'est peut-être ce qui nous différencie des anglo-saxons. Je ne sais pas, je ne suis pas assez expert sur le sujet, mais c'est peut-être déjà une clé pour la mutualisation. Allez-y, réagissez. Hein. Oui. Alors, que nous disent les collègues en ligne? Alors, à Dijon, la problématique est la même qu'à Aix, Marseille, où je crois qu'on la partage effectivement. Donc, c'est ce mouvement qui tend vers l'individualisation plus que vers le collectif au centre au niveau des centres de téléenseignement. D'accord. Alors, l'approche par programme aurait dû remettre cette collaboration en action. C'est pas faux. Mais ce n'est pas le cas chez nous. Alors, chez nous, c'est où? À Dijon, pardon. AMU, OK.
C'est pas faux, en effet, l'approche par programme favorise théoriquement le travail entre enseignants et donc entre Regardez, groupes d'enseignants et donc la celle-là aussi, diffusion. Pardon. Celle au-dessus, là. Il y a quelqu'un qui dit que les enseignants... Redescendez. Voilà, là. Les enseignants doivent être d'abord sensibilisés sur l'importance et l'enjeu De l'enseignement à de distance. l'enseignement à distance. En plus, ils doivent être bien outillés pour pouvoir être, à l'aise dans cette activité. Ben oui. C'était un- Je voudrais revenir sur ce point parce que ça fait un lien fort avec un autre point qu'on a évoqué ce matin, c'est celui de l'accessibilité. Être enseignant et faire mon contenu sous format accessible, c'est extrêmement difficile, puisqu'on travaille pour des personnes qu'on voit très peu ou qu'on voit peut-être pas tout de suite. Donc en général, les gens qui travaillent sur l'accessibilité, c'est parce qu'ils ont été sensibilisés dans leur milieu proche sur le sujet. C'est-à-dire qu'il y a une sensibilisation partout. Ce que je veux dire par là, c'est que changer de pratique pour une sensibilisation, c'est difficile. Donc la question aussi, et donc la question du coup que je m'amène à me poser, c'est est-ce que l'enseignement à distance induit un changement de pratique suffisamment fort pour que les gens sentent cette réticence à changer de pratique en tant que tel. Donc c'est une question, hein. Je n'ai pas la réponse à la question qui est peut-on sensibiliser? Oui, mais est-ce que cet effort de sensibilisation est suffisant pour qu'on change de pratique? Question. Comment vous faites pour recruter vos enseignants? Ce sont des services qui sont inclus dans notre service d'enseignement. D'accord. Donc, les gens choisissent, et des fois parce que ça les arrange, d'avoir un peu des cours qui vont être en présentiel. Enfin, Oui, on oui. n'a pas que des très bons enseignants, comme on a pu voir les expériences aujourd'hui. Je crois qu'une des questions aussi, c'est de pouvoir se représenter les étudiants qu'on a en face de nous quand on fait les étudiants qu'on a en face de nous quand on fait de l'enseignement à distance. Et je crois que cette question-là est une question très compliquée pour les enseignants. Parce qu'on a une représentation vague de ce que c'est qu'un étudiant et de ce qu'il va avoir à faire pour satisfaire les exigences qu'on va pouvoir lui poser. Mais quand on commence à aborder l'idée que cette représentation-là doit être multiforme et que les besoins vont être divers et variés, ça commence à poser un problème. Parce qu'un enseignant sait concevoir un cours, en tout cas au moins exposer le savoir qu'il a envie de transmettre. Et s'il a en face de lui des gens en chair et en os, il est capable, me semble-t-il, de l'adapter un petit peu online, alors qu'en enseignement à distance, on doit le faire a priori et pour des profils qui, dans un premier temps au moins, sont des profils un peu abstraits, me semble-t-il. Si on reprend l'exemple de l'accessibilité, quand on en parle à certains collègues, je n'ai pas d'étudiants en situation de handicap. Donc le problème ne se pose pas. Il ne se pose pas parce que la représentation qu'il se fait de ces étudiants sont des étudiants qui ne sont pas concernés par ce problème-là. Et donc du coup, il exclut que dans le futur, il puisse y en avoir, qu'à certains moments, certains de ces étudiants puissent transitoirement avoir ces mêmes problèmes-là. Et cette représentation des étudiants me semble être effectivement quelque chose d'assez central. Pour information, des chiffres qui ont été donnés sur l'expérience étudiante au JPS évoquaient à peu près 50% d'étudiants qui avaient un travail pendant leurs études. Donc, des étudiants qui pourraient être empêchés, qui ont des difficultés d'accès, c'est bien nos étudiants aussi en formation initiale. Ce n'est pas que les étudiants totalement à distance. Donc, partiellement, en tout cas, ça pourrait être un grand nombre d'étudiants. Bon, après, il y a beaucoup de travail qui sont le week-end, le soir, hein, mais quand même, on va dire que ça pose problème. Ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être avancer sur le sujet pour qu'on puisse consacrer le temps nécessaire pour la première partie, mais tu peux poser quand même une question. Si oui, au-delà d'une question, c'était pour aussi peut-être contribuer à la réflexion sur le pourquoi du comment l'accessibilité numérique, ça devient une question pédagogique de première importance, parce qu'en fait, ça pose, donc l'accessibilité, ça pose en fait la problématique de l'altérité. C'est-à-dire qu'en fait, il y a effectivement des enseignants qui disent moi, je donne des heures de cours, voilà, donc je donne des heures, donc OK. Et en fait, il n'y a pas forcément de manière très claire
ce que ça implique en termes de prise en compte de l'altérité à qui on diffuse et on transmet ce savoir, quoi, justement. Et l'accessibilité, ça pose ce problème de manière fracassante, quoi. C'est-à-dire qu'éventuellement, cette altérité, c'est quelqu'un qui ne peut pas percevoir un contenu sur lequel moi je m'appuie, et peut-être même j'ai construit, j'ai conceptualisé des choses qui sont capitales pour moi, quoi, en fait. Donc ça pose un vrai enjeu, c'est-à-dire comment est-ce que je peux transmettre malgré tout le même fond, le même contenu, sans passer par le recours à cette iconographie qui est pour moi indépassable, centrale, structurante dans la manière dont j'ai appréhendé les choses, quoi. Voilà. Ouais, je vais prendre un peu la parole, mais les sujets sont vastes. Pourquoi la mutualisation ? Et par ailleurs, on est enseignant-chercheur, alors on a beaucoup de casquettes. Quand on fait de la recherche, nous, on travaille en mutualisation, justement, sur les problématiques communes, alors que quand on enseigne, c'est des canaux. Et comme je suis dans un centre d'enseignement à distance de Besançon, c'est encore un peu historique, la structure est forte, etc., on est dans ce canal-là encore. Alors que quand on est à l'IAE, on monte un étage, on est 12 et on travaille sur des problématiques de recherche en commun. C'est incroyable. Donc, les choses sont mutualisées de fait et les jeunes travaillent avec les plus anciens voilà, dans une petite équipe. Alors que quand il faut faire le cours en ligne, voilà, en EAD, c'est chacun chez soi, pour soi, et avec l'idée d'être généreux pour les étudiants. Mais voilà. Donc, il y a quand même un parallélisme. On parle voilà, physiquement d'un étage différent. Ouais. Donc, voilà, sur les casquettes, on a des géométries variables. On sait dans les fonctions qu'on anime, qu'on assure, mais là aussi, voilà, dans la façon d'être. Si en tout cas, la question est vraie. Merci. Il y avait des réactions donc, sur le chat qui étaient à la fois un rappel à la loi sur l'accessibilité. Concernant l'accessibilité, voilà. On va faire quand même un petit cocorico parce que je pense que les gens ne se rendent pas compte que c'est depuis 2007 que les gens peuvent accéder au bac en situation de handicap. Je crois que les gens ne se rendent pas bien compte de ça. 2007. Avant, moi, quand je travaillais sur l'accessibilité, c'était des formations professionnalisantes courtes. Ok. Ouais. Vous voyez, donc, c'est pas si vieux que ça quand même. Hein. Voilà. Mais, du coup, on a ces problématiques à gérer, mais c'est parce que les gens accèdent à l'enseignement supérieur. Ils ne pouvaient pas y accéder avant, enfin, à de rares exceptions près, quoi. Donc, voilà, déjà, c'est un premier point. Et au-delà, il y avait quand même aussi un message qui était de dire l'enseignant reste forcément généreux, on l'a dit, mais c'est pas parce qu'on est généreux, ça vous a dit, qu'on a forcément une capacité à transformer ou à changer d'identité, entre guillemets, d'un poste à l'autre, hein, entre la fonction de chercheur et la fonction d'enseignant. Carole ? C'est étonnant ce parallèle quand même, parce qu'on est en capacité de faire des choses dans un certain écosystème et on ne le fait pas dans un autre écosystème. Finalement, c'est ça un peu la logique, mais parce qu'on n'est sans doute pas sur les mêmes... On n'est sans doute pas sur les mêmes logiques. Et la reconnaissance de l'altérité, ou enfin, je sais pas, ou la prise en compte de l'altérité, ça demande aussi de changer finalement, d'accéder à autre chose, de voir les choses autrement. Enfin, il y a tout aussi ce côté humain sans doute qui est intéressant. Mais voilà, enfin, c'était juste pour faire une petite liaison. On passe alors au point plutôt réutilisation de dispositifs et de ressources et d'outils qui ont été éventuellement faits ailleurs, peut-être de manière collaborative ou pas. Donc, on a entendu tout à l'heure le fait que la co-conception par les auteurs au départ pouvait être un facteur aidant pour ensuite pouvoir avoir envie de réutiliser, ce à quoi on a participé. Oui, assurément. Enfin, moi, il me semble que ça, c'est voilà. Mais Jean-Marc avait quand même un contre-exemple et j'ai un contre-exemple aussi pour ma part. Dans un gros projet qui s'occupe du développement des compétences en français, bon, il y a pas mal de ressources qui ont été certes coproduites par différents auteurs, mais il y a beaucoup d'établissements qui maintenant utilisent ces ressources. Et donc là, la mutualisation marche, on va dire, correctement, même si tout le monde n'a pas participé à la co-conception au départ. Donc là, un nouveau contre-exemple, même si je suis assez personnellement d'accord avec vous, mais voilà, il faut quand même des contre-exemples. Donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi d'autres leviers finalement que le fait de participer au départ ? Je ne sais pas, peut-être le besoin avéré ou alors le fait que la chose que l'on décide de mutualiser ou de
de réutiliser, elle a une réelle plus-value pour nous, ou une vraie réponse à un manque ou un problème. Là, ton histoire peut-être de sujet d'examen, voilà, qui tout le monde, tous les ans ou tous les 6 mois même, galère avec ça, et enfin, etc., etc. Il y a peut-être, enfin voilà, peut-être que on mutualise et on collabore plus facilement quand on ne sait pas faire, ou on sait pas bien faire, ou on n'a pas le temps de faire, ou je sais pas. Là, typiquement sur le projet de développement des compétences en français, bon, logiquement, c'est pas au niveau du SUP qu'on est censé s'occuper de ça au départ. Et donc forcément, il n'y a pas les forces vives pour le faire. Et le fait de se mettre tous ensemble pour répondre à ce problème que tout le monde peut constater chez soi, fait que tout le monde est ému par une certaine dynamique, parce que ce que l'on fait, c'est répondre à un besoin. Finalement, on sait qu'on n'a pas les forces en présence, on sait qu'on va faire avec des bouts de ficelle et tout ça, donc à plusieurs, on sera plus fort. Et ah oui, l'autre, il fait comme ça, bon, je vais peut-être essayer de faire pareil, ou alors son exemple me plaît bien, mais surtout, je ne vais pas faire pareil, mais parce qu'il y a un vrai besoin auquel on ne peut pas répondre. Alors que pour d'autres dispositifs qu'on a, enfin Manuel et Jean-Marc et moi, essayé de déployer dans les universités, parfois on se heurte à des choses, mais parce que, enfin voilà, quand c'est fait par un collectif de sociologues et qu'on essaie de répondre à un problème que plein d'autres sociologues dans l'établissement pourraient régler, peut-être que voilà, ça répond juste pas aux besoins, ou il n'y a pas assez de besoins, ou je sais pas. Après, sans doute qu'il y a aussi la reconnaissance du besoin. Enfin, je ne sais pas, hein, vous m'arrêtez si je divague, surtout Manuel, tu dis. Je voudrais juste rebondir dans ce cas-là sur ton premier point, parce que je pense qu'il est vraiment clé sur le sujet. Pendant longtemps, Carole, moi et les autres UNT, on a été sur du frontal. Frontal porté par des gens. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui voulaient produire des cours. Et ce collectif qui produisait des cours, on le diffusait autour de ce collectif. Et des fois, ça donne de très, très belles choses, hein, parce que les collectifs ont été, pour des raisons diverses et variées. Il y avait Pierre Jarreau dans la salle, pour lui rendre hommage sur le sujet. Ce sont vraiment des gens qui ont passé une bonne partie de leur vie au service du collectif et qui ont fait vraiment de très, très belles choses, qui sont encore utilisées des années après. Voilà. C'était l'université en ligne à l'époque, hein, mais peu importe. Mais on se heurtait quand même au problème que très rapidement, ça se diffusait peu au-delà, ou que de nouvelles générations ne se sentaient pas aussi concernées. Et donc, du coup, la stratégie, c'était peut-être, et en tout cas, nous, on l'a un peu systématisé, de passer uniquement sur des besoins ressentis comme n'étant pas ceux de l'université, ou ceux dont on ne peut pas se passer. Alors, je prends 2 exemples. Hein. Comme le français, on fait la même chose en maths, hein, pour simplifier, ou ce qui a été fait la parité en ligne. Et là, c'est bien simple. Ça n'appartient pas à l'université parce que c'est du L0. Où ça appartenait qu'à quelques personnes dans l'université. On a repéré 4-5 L0 en France, donc des formations de remise à niveau scientifique pour des non-scientifiques, hein, c'est traduit le L0, qu'on a pu rassembler, avec qui on a pu travailler, avec lui on a vraiment pu travailler, et du coup on a construit un contenu de L0, mais qui va bien à peu près à tout le monde, puisque personne n'a envie d'enseigner le L0, ou au travers de vacataires de lycée ou de Prague, qu'on utilise pour le sujet, mais on ne considère pas suffisamment noble. Donc ça correspondait à un besoin. Et donc ça marche bien. Ouais. Ça, je redis, ça marche bien. Le second point auquel on s'est attaqué, mais c'est l'idée du truc, c'est tout simplement les QCM. Les QCM, ça paraît simple à faire. Puis si vous avez fait un peu de sociologie, vous savez que ce n'est pas du tout simple à faire. Et puis, si vous avez, comme nous, une énorme banque de questions, vous savez que même après 3 contrôles qualité, il reste encore un petit problème. Voilà, qui sera géré que par 10 passages de semestriel pour aboutir à peu près quelque chose de propre. Et que quand on est son propre enseignant, y compris moi, je ne corrige jamais mon QCM parce que je sais où il ne va pas bien et je corrige moi-même comme ça. Voilà. C'est pas bien, mais c'est comme ça. Donc, c'est ça pour vous dire que du coup, on sait qu'à ce moment-là, on a une capacité à reprendre un contenu. Le seul petit bémol que je mettrais, Carole, par rapport à ça, c'est qu'en fait, du coup, ce qu'on voit, c'est que les enseignants prennent les QCM, les modifient ou en rajoutent d'autres et ne les mutualisent pas. Donc, on se retrouve encore à nouveau à courir. Mais bon, tout ça pour vous dire que je pense qu'en effet, et je voulais rajouter vraiment ce point-là, je pense que la stratégie qui est de ne pas aller directement sur le cours
est efficiente, et ça pour 2 raisons. La première raison, c'est que d'abord, on n'est pas en frontal, et la deuxième raison, c'est que ce n'est pas forcément sur le cours qu'on est le plus efficace pédagogiquement. Hein, Terling a bien montré les histoires de tests, d'entraînement, de positionnement, de remédiation. On a évoqué aussi les problèmes de scénarisation. Ça a été encore redit à nouveau, hein, sur des notions de syllabus, etc. Je pense qu'on peut là-dessus apporter une valeur ajoutée sans forcément être sur du frontal, tout simplement avec une meilleure qualité. Avec peu de choses, on peut faire vraiment des améliorations pédagogiques relativement simples, qui n'entraînent pas non plus une révolution dans les modalités. Hein, il ne s'agit pas de passer tout le monde en classe inversée, etc. Mais, voilà. Donc ça, c'est un champ, mais qui a quand même ses limites. Hein. C'est que du coup, on est sur ce qui est à la marge et pas sur le cœur du métier. Je te reprends. Oui, on est sur quelque chose qui doit être vraiment utile, mais il me semble que c'était ce qu'on avait essayé de faire avec le passeport EAD. Oui. Non? Et ça fonctionne? Le passeport EAD, ça fonctionne. En tout cas, on a pu, avec le passeport EAD, je pense, bénéficier du réseau de la FIED. On a 13 établissements à l'heure actuelle qui l'utilisent. On a combien, Sandrine? C'est une vingtaine, 20 ou 25 campus connectés qui l'utilisent. On a quelques étudiants, alors on n'a pas tant que ça qui sont inscrits, quelques étudiants en freelance, mais c'est essentiellement dans les établissements. Et ce qui plaît beaucoup dans les établissements, en tout cas c'est ce qu'on a eu dans nos réunions de retour, c'est l'idée qu'on puisse l'utiliser à géométrie variable et selon les modalités de travail dans les établissements. Et ça, c'est effectivement tout à fait essentiel. Se dire, je n'utilise pas un dispositif en bloc, mais je vais non seulement découper ce qui m'intéresse et retenir uniquement ce qui m'intéresse, mais en plus l'adapter dans la scénarisation de mon propre cours, de mon propre fonctionnement. À titre d'exemple, on a à Montpellier une utilisation du passeport EAD qui est une utilisation en autonomie. Les étudiants ont cette ressource-là à disposition juste avant la rentrée. Au moment où ils ont leur inscription, on leur dit tout de suite, vous pouvez vous préparer et vous avez ces ressources à votre disposition. Par contraste, à Paris 8, on a décidé que c'était une version accompagnée qui devait être mise en place et que, ce que j'expliquais tout à l'heure, la phase de diagnostic revenait aux tutrices qui sont en place, qui vont utiliser le passeport EAD pour prescrire des potentielles remédiations là où elles repèrent qu'il y a besoin d'en avoir. Ce n'est pas simplement les tests d'autopositionnement qu'on a mis qui servent au diagnostic de manière autonome, c'est l'accompagnement des tutrices qui va enfoncer le clou de ce diagnostic et de la nécessité de se remédier. Mais encore une fois, c'est parce que les réalités dans nos 2 établissements sont complètement différentes et qu'on va effectivement pouvoir les utiliser de façon très contrastée. Ouais, moi je pense que, je crois qu'ils interviennent. Ouais, voilà. Je pense que ça c'est un point fondamental hein, aussi ce que tu viens de dire là, la modularité, l'adaptabilité, le fait que l'établissement puisse s'emparer des choses comme il l'entend, en fonction de son contexte local, de ses réalités, de ses contraintes aussi, parce que de son histoire, il y a des fois où il peut y avoir un passé qui fait que tu peux faire des choses et pas d'autres, etc., etc. Donc ça, il me semble que dans les dispositifs comme ça que l'on veut prendre d'ailleurs ou de l'extérieur et tenter de mutualiser, c'est un vrai plus que de pouvoir le faire à géométrie variable, quoi, en fonction de son contexte local. Ça, il me semble que c'est super important et c'est souvent d'ailleurs ce qui fait que les gouvernances adhèrent plus ou moins parce qu'il y a ce besoin-là aussi de reconnaissance de la gouvernance. Ça, il me semble que c'est... il faut que la gouvernance, elle soutienne, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais si le besoin n'est pas reconnu par des décideurs... Je mets un petit bémol, mais parce qu'il y a beaucoup de gouvernances, notamment au travers des NCU, qui ont mis en avant ce besoin. On a un projet particulier avec l'Université d'Alsace, justement, qui fait vraiment des efforts. Hein. C'est-à-dire, en gros, ils nous financent pour qu'on aide vraiment à appuyer leurs enseignants sur la réutilisation. Hein. Donc, c'est vraiment un gros effort. Mais eux, bon, il y a tout un travail très particulier, donc c'est un peu plus poussé. Mais en général, il y a une espèce d'injonction à dire aux enseignants mutualisés, mais qui reste de l'ordre de l'injonction. Donc, c'est un peu une question. Le politique reste souvent dans l'injonction. Je voudrais aussi revenir sur la modularité parce que
ça pose des questions. Nous, ça fait longtemps qu'on a travaillé la modularité sur 2 dimensions. D'abord, au niveau de la ressource, elle est granulaire, on utilise un outil pour ça, etc., de façon à la décomposer. Et ce faisant, on ne fait que ce qu'on fait tous quand on fait notre premier cours. À mon époque, Internet n'était pas aussi développé, donc mon premier cours, c'était une quinzaine de livres sur la table, des photocopies, et du ciseau et de la colle. Il y a un petit retour sonore. Je peux pas. Ah si, ça y est. C'était la version 78 tours. Pour les plus anciens d'entre vous. Et donc cette notion de granularité, elle est importante, parce que c'est ce qu'on fait tous plus ou moins quand on reconstruit quelque chose. Simplement, elle est pas suffisante pour se l'approprier, parce qu'on le fait tout spontanément. C'est-à-dire, et du coup, on est passé à l'étape suivante. Non seulement on a granularisé les contenus, mais après, on les a mis exportables directement sur la plateforme. Pour dire, ben voilà, maintenant c'est sur la plateforme. Ça améliore considérablement l'appropriation. Ça, c'est sûr. Le problème, c'est que pour moi, je l'ai déjà dit, la mutualisation, elle va dans les 2 sens. Si on transmet quelque chose à quelqu'un et ce quelqu'un n'enrichit pas la base s'appauvrit à la fin. Forcément. Donc, ça veut dire aussi que l'effort est à faire dans l'autre sens. C'est-à-dire que la correction qu'on fait de son propre contenu ou de l'évolution, il faut la faire partager. On essaie de le faire en mettant en avant les scénarios pédagogiques mis en œuvre, tout simplement, et en essayant de créer des communautés. C'est pas toujours facile. Mais pour dire que, du coup, il y a une approche un peu techno de la granularité qui est mise en avant au détriment de la partie réappropriation, qui consiste aussi à redonner, pas simplement à prendre, mais aussi à redonner. Et je pense que dans la mutualisation, l'élément clé, c'est donner et prendre, parce que c'est ça qui fait la richesse de l'échange. Sinon, à un moment donné, l'autre partenaire s'arrête d'une manière ou d'une autre. Je te laisserai, Jean. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Hein. Mais je pense qu'en fait, la vraie clé, c'est l'accompagnement, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Enfin, on le voit, il me semble, tu citais le projet de Mulhouse, là, enfin, ça... C'est vrai que c'est fait de manière vraiment importante, mais moi, il me semble que la vraie clé, c'est ça. Ça demande de l'accompagnement. Les équipes demandent à être accompagnées. Que ce soit les enseignants, mais aussi les décideurs, mais aussi les administratifs. Enfin, ça demande des guides et des tutos, c'est pas suffisant, quoi. Il y a besoin d'humains, il y a besoin que les gens puissent poser des questions, même des questions bêtes, et dire et moi ça marche pas, et comment je peux faire pour faire ci, et quand je dois organiser, je sais pas moi, telle évaluation avec telle ressource, comment je peux faire, et enfin, etc., quoi. Il y a besoin d'exemples de mise en œuvre, même si c'est pour ne pas les suivre, hein, comme je disais tout à l'heure, mais je crois que ça rassure de pouvoir voir que ça a été tenté ailleurs. Ah, ailleurs, ils ont fait comme ça. Ouais, moi, ça ne correspond pas à mon terrain, tant pis, je vais faire autrement. Mais si on n'a pas d'exemple, si on ne sait pas comment c'est fait ailleurs, ça reste théorique, ça reste un peu dans le vent. Si on n'a personne à qui s'adresser pour poser la question, on n'y va pas le plus souvent parce que ça demande plus d'efforts, ça demande de la conceptualisation, ça demande tout un tas de choses, quoi. Parce que ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a besoin de temps, hein, d'acceptation, d'appropriation. Il faut que les gens s'adaptent au lieu de faire eux-mêmes. Parfois, c'est beaucoup plus compliqué de prendre quelque chose et de le réutiliser plutôt que de faire soi-même. Il y a une autre dimension. Alors d'abord, on a une remarque d'une collègue en ligne qui nous dit que savoir ce qu'on ne veut pas, c'est déjà une bonne solution. C'est vrai que ça fait partie du problème. Parce que dans ce qu'on nous propose de mutualiser, il y a des choses dont on n'a pas besoin ou qui ne rentrent pas dans le cadre qu'on a envie, effectivement. Ça, c'est effectivement important. Il y a une dimension sur laquelle je voulais rebondir, qui est, alors il me semble, en tout cas moi c'est comme ça que je le conceptualise, j'avais écrit un petit article sur le sujet, l'enseignement à distance peut être vu comme un travail collaboratif en ligne où le levier essentiel, c'est l'échange de documents. Si on le regarde sur cet angle-là, ce que fait un étudiant lorsqu'il a besoin de conseils de son prof, c'est envoyer un mail, un document,
c'est envoyer une copie, encore un document, sur lequel l'enseignant va réagir, va rebondir, remettre des remarques, etc., évaluer éventuellement, qui vont permettre à nouveau de prescrire de l'activité de la part de l'étudiant. Et donc, on peut regarder ça, cette boucle en fait instrumentale du document dans l'enseignement à distance. Je dis ça parce que quand on commence à regarder les choses sous cet angle-là, les ressources pédagogiques diverses et variées, d'où qu'elles viennent, deviennent des instruments sur lesquels qu'on peut en fait utiliser pour faire agir ou réagir les étudiants. Et dans un de mes cours qui est fondé sur une approche par projet, c'est essentiellement ce que je fais. Je leur mets à disposition une base de données dans laquelle ils ont des documents, et je leur dis fouillez là-dedans, cherchez-vous un sujet qui vous intéresse. Puis quand ils commencent à me proposer un sujet qui les intéresse, je rebondis en leur donnant d'autres documents, en leur disant mais vous n'êtes pas allé au bout, regardez dans cette autre ressource. Du coup, je les fais lire à nouveau et je leur fais approfondir le sujet. Puis quand ils commencent à devoir développer une méthodologie de recherche, eh ben, je leur prescris d'autres documents. Je garde tout ça bien sous le coude en les distillant au fur et à mesure. Et en fait, j'instrumentalise ces bases de données de documents pour pouvoir mettre en action mes étudiants et les accompagner dans leur projet. Et il me semble que quand on commence à regarder l'enseignement sous cet angle-là, l'idée même de réutiliser des documents ou réutiliser des dispositifs n'est plus un problème, puisqu'en fait, on les plonge dans dans une activité qui en fait se nourrit justement de cette instrumentalisation des documents. Je voudrais rebondir sur ça parce que pour moi, c'est un point clé qu'on n'aborde pas suffisamment quand on parle de la pratique de mutualisation, c'est la posture de l'enseignant. Absolument. La posture pédagogique. Jean-Marc vient de nous parler d'une posture socio-constructiviste, on va dire des gros mots. Oui. Voilà. Généralement, l'enseignant-chercheur moyen n'a pas de posture socio-constructiviste, il y a plutôt une posture behavioriste traditionnelle qui marche aussi. Hein. On peut critiquer l'enseignement traditionnel, évidemment, mais en fait, ça ne fonctionne pas si mal que ça. Ça ne fonctionne pas bien pour tout le monde, mais pour une certaine frange de la population, ça fonctionne très bien. Donc, et puis c'est lié à des habitudes professionnelles, des représentations de ce qu'est le métier d'enseignant. Il y a des travaux de didactique extrêmement intéressants qui démontrent que le cours magistral peut être extrêmement complexe et que voilà, ce n'est pas les enseignants qui pratiquent le moins le cours magistral qui sont les plus innovants sur la maîtrise de ce genre de choses. Enfin, je renvoie ça aux travaux de recherche. C'est pour dire, du coup, je reviens sur un élément clé qui est quand l'enseignant a la même posture que Jean-Marc, ou une posture peut-être légèrement moins ambitieuse, en tout cas la posture qui consiste à dire mon rôle n'est pas de transmettre le savoir, mais qu'ils apprennent. Je suis un architecte des savoirs, donc mon rôle, c'est de leur faire apprendre. Et l'avantage de la distance, Jean-Marc l'a dit, hein, c'est du coup que la distance, elle l'oblige quand même à avoir ce savoir-là, parce qu'en fait, c'est le document qui transmet le savoir en tant que tel. Donc ça, c'est intéressant, parce que c'est vrai que dans ce cadre-là, la réutilisation devient normale. Elle devient même la norme, puisque du coup, on n'a pas un grand intérêt à mettre l'accent sur le contenu en lui-même, peut-être des personnalisations, comme tu viens de le dire. Et là, je pense que c'est important. Et moi, je sais que je l'ai typiquement, on a un établissement qui forme à 99% en formation initiale et 1% en formation à distance, filière Fontanet, hein, vous voyez un peu, filière d'ingénieur, etc. Ceux qui font vraiment la différence, ce n'est pas forcément ceux qui se font la formation à distance, avec les mêmes problématiques qui étaient évoquées par Marseille, hein, l'individualisation, etc. C'est ceux qui vont être dans une posture où ce qui compte pour eux, ce n'est pas le contenu, c'est la progression de l'apprenant. Et du coup, ils vont se centrer sur la scénarisation, sur l'interaction, et moins sur le contenu, qui va être un objet de transaction autour de ça, qui pourra évoluer. Et je pense que c'est intéressant, d'autant plus qu'en FOAD, en formation à distance en tout cas, on a quand même du contenu qui a été amélioré au fur et à mesure des années, pas sauf les derniers qui arrivent avec un enseignant seul, mais ceux qui ont été un peu éprouvés au fur et à mesure des années, voilà, on peut se dire qu'ils tiennent un peu la route quand même. Donc voilà, donc on pourrait redire qu'on pourrait aussi accompagner, et peut-être que c'est peut-être l'aide des services sup, pourrait peut-être nous aider à accompagner un peu plus ce positionnement qui est moins centré sur le contenu en tant que tel, mais sur l'interaction pédagogique. Et du coup, la ressource, elle prend naturellement sa place comme un élément parmi d'autres, mais pas l'élément central. Alors, on a en ligne là une réaction, enfin un témoignage de Ossine qui nous a fait un post assez long. Ossine, vous voulez bien prendre la parole et puis développer peut-être ou expliquer un petit peu
de vive voix le dispositif dans lequel vous travaillez? Voilà, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, donc je suis inspecteur formateur auprès du ministère de l'Éducation en Algérie. Donc, aussi, je suis à la fois concepteur de programmes scolaires. Donc, mon expérience était dans le cadre de développement d'un projet sur le développement des compétences professionnelles des enseignants. Voilà, donc, suite à une vague de recrutement massif qu'a connu l'Algérie, donc on a recruté plus de 50 000 enseignants. Donc, il y a un besoin ça a été un recrutement direct des enseignants de l'université avec des profils différents. Donc, on s'est retrouvé face à un public qui était hétérogène, carrément hétérogène, des licenciés de tout genre, des licenciés de sciences humaines, de sciences technologiques, de mathématiques, tout ce qui s'ensuit. Le grand défi pour nous, ça a été de concevoir des programmes de formation, qui répondent à ce besoin. C'est vrai, la tâche n'a pas été simple. Au départ, on n'a pas cru réellement à la réussite de ce que on faisait, mais en faisant d'abord des expérimentations dans quelques régions, on a vu que finalement, il y a un bon impact. Je pense que la clé de la réussite, c'est la motivation. Lorsqu'on crée cette motivation chez l'enseignant doit sentir ce besoin d'aller se former. Et comme dans notre cas, nos enseignants se sont rendus compte que le métier d'enseignement tel que vu de l'extérieur n'est plus le même après avoir franchi le seuil des classes. De là, on a vu une bonne adhésion. Ils sont adhérés d'une manière très volontaire à ce programme de formation, tout en leur assurant un bon accompagnement. Là, ce qui m'attire dans tout ça, c'est l'intérêt d'assurer un bon accompagnement. Donc, avec un bon accompagnement, à travers notre expérience aussi, je tiens à souligner l'intérêt de travailler en groupe. Et donc, c'est pour cela qu'on a créé des clusters. Donc, il y a des clusters qui sont mis en place. Ces clusters ont permis de créer une certaine dynamique entre établissements du même palier. Donc, lorsque je parle du palier, notre système éducatif se distingue par un organigramme, si j'ose dire ainsi. On a 3 genres d'établissements scolaires, donc des établissements d'enseignement primaire, il y a des collèges d'enseignement moyen, et puis on a des établissements d'enseignement secondaire. Dans le temps, tout le monde travaillait de son côté d'une manière en solo. Excusez-moi, Hossein. Les clusters dont vous parlez sont des groupements d'établissements ou des groupements d'enseignants? Oui, c'est des groupements d'établissements qui appartiennent à des paliers différents. Donc, c'est pour la première fois qu'on voyait des enseignants du secondaire collaborer avec leurs collègues de l'enseignement primaire ou de l'enseignement moyen. Donc, il y a eu cette dynamique qu'on a créée grâce à ce programme. Il y a des échanges, il y a de l'entraide. Je peux citer un petit exemple. Comme au secondaire, nos enseignants sont spécialisés. Donc, contrairement aux enseignants du cycle primaire qui sont des enseignants uniques, ils enseignent tout le monde. Par exemple, on a la problématique de la didactique des mathématiques, l'enseignement des mathématiques qui pose un sérieux problème. On voit ce problème, au lieu qu'il soit pris en charge par la tutelle, par l'institution, c'est leurs collègues enseignants du secondaire, enseignants de mathématiques au secondaire, qui le prend en charge. Et ça a renforcé notre dispositif de formation. Et on voit on commence à rétrécir les écarts entre ces enseignants, ces nouvelles recrues et les anciens. Voilà. Ce témoignage. Merci pour ce témoignage. Il nous reste que 1 ou 2 minutes. Il faut qu'on arrive un peu à la fin là, de cet atelier. Malheureusement, on pourrait encore discuter. Les discussions sont passionnantes. On pourrait encore continuer longtemps. Est-ce qu'il y a d'autres réactions dans la salle? On a été
on a pris beaucoup la parole, mais peut-être que vous aviez encore des choses à ajouter, peut-être, pour terminer ce tour de table, de salle, je ne sais pas comment vous dire. Non? Oui? Je pense que l'importance que vous avez mentionnée de la valeur ajoutée, il faut qu'ils y voient une valeur ajoutée, mais je pense aussi, est-ce qu'on leur donne l'opportunité? Est-ce qu'il y a en recherche, on est habitué un peu, c'est comme ça qu'on fait de la recherche, donc on y va automatiquement, on le fait automatiquement, ou en tout cas, oui, on en a besoin, parce que sinon on ne pourrait pas avancer. En enseignement, on est un peu habitué à travailler tout seul parce que nos profs, ils faisaient comme ça, donc nous, on fait comme ça. Et est-ce qu'il y a vraiment des structures pour les aider à travailler ensemble? Parce que quand on fait des workshops pour préparer les cours et ils travaillent à des modules parallèles ensemble et ils travaillent avec leurs assistants, ils échangent sur plusieurs cohortes, enfin de profs de semestres différents, et ils sont demandeurs. Ils sont revenus, je n'étais pas sûre que ça allait marcher au début, et ils sont revenus nous demander si on voudrait le faire pour le semestre prochain encore. Donc, si on leur donne l'opportunité, si on leur donne le temps, si on leur donne l'accompagnement qui a été mentionné, une forme d'institutionnalisation de la mutualisation. Oui. Ouais. Alors, très intéressant. Ça fait penser au projet Shift de Grenoble. Je ne sais pas si vous connaissez le projet Shift de Grenoble, qui est un projet de mise en place de licences flexibles entre plusieurs établissements et pour lesquels ils ont mis en place ce qu'ils appellent des conférences de consensus disciplinaire, donc chaque discipline travaillant autour de cette licence qui est une licence STAPS. Donc il y a plusieurs disciplines qui sont représentées. Chacune des disciplines va élaborer donc à plusieurs enseignants à travers une conférence de consensus les programmes, les ressources, les attendus d'apprentissage, etc. Et donc décliner comme ça l'ensemble du programme. Ce qui ne veut pas dire que chacun des établissements devra avoir une structure uniforme, identique à toutes celles des autres, mais qu'il y aura un socle qui est commun, qui a été discuté, dans lequel chacun va pouvoir puiser pour alimenter sa propre licence. Et donc, ils ont en fait un dispositif qui, comment dirais-je, permet, un peu à l'image de ce qu'on a fait d'ailleurs dans le passeport EAD, c'est-à-dire d'avoir un ensemble et que chaque établissement puisse, donc à géométrie variable, et que chaque établissement puisse s'emparer. Alors bien sûr, il va y avoir un socle commun, il y a des incontournables dans chacune des disciplines, mais ça n'empêche pas effectivement les colorations ou les ajustements spécifiques à chaque établissement. Et ça, c'est effectivement tout à fait intéressant. En psycho, on a la chance d'avoir une association dédiée à la pédagogie universitaire, sur laquelle on va s'appuyer justement pour notre projet, et dont c'est un des objectifs, un des rôles. Et je pense qu'effectivement, pouvoir avoir ce type d'institution-là est tout à fait essentiel, parce que c'est des lieux où on vient pas simplement proposer des ressources, mais discuter des pratiques aussi. Voilà, est-ce qu'on a... Je pense qu'on a pas mal bouclé. Je voudrais rajouter deux pistes possibles supplémentaires. La première qui est de dire que pour diffuser les ressources, il y a aussi un excellent moyen, c'est de diffuser les scénarios pédagogiques. Oui. On va souvent vers celui qui vous ressemble. Et en diffusant un scénario pédagogique, quand quelqu'un regarde le scénario qui dit « il me convient », en général, les documents lui conviennent. C'est une piste. La seconde piste, je pense qu'il ne faut pas la négliger, c'est que maintenant, il y a une formation obligatoire des nouveaux maîtres de conférence. C'est-à-dire que tout nouvel enseignant subit ou vit, au choix, une formation obligatoire, avec ce que ça a comme problème. On sait que les formations obligatoires, elles ont forcément leurs limites, surtout que ces mêmes jeunes qui font la formation vous expliquent qu'ils sont attendus, plus qu'attendus au tournant sur la recherche. C'est un petit peu compliqué. Mais voilà, on a quand même un espace où on peut dialoguer avec eux au moment justement où ils ne construisent pas leur premier cours, parce qu'ils n'ont pas tout de suite de responsabilité, mais ils se préparent. Et moi, je sais, typiquement, je les anime, et par exemple, quand je travaille sur le syllabus, ils sont très contents parce qu'ils peuvent se projeter sur leur futur professionnel. Après, sur les méthodes pédagogiques, ça dépend plus ou moins, mais voilà. Puis sur l'évaluation, là, ça commence à être très, très dur. Mais blague à part, j'en profite pour dire, vous voyez, il existe des ressources qui peuvent peut-être vous être utiles. Pensez-y quand vous serez en capacité de gérer votre cours.
Donc, les prendre aussi au début, c'est aussi un moyen, à mon avis, de créer un début de culture, en tout cas, une attention sur le sujet. Oui, c'est vrai. Merci à tous. Bon,